Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Elio et les diamants des temps passés, épisode 3. Voyager dans le temps au cœur du Jura, c'est pouvoir se rendre dans des grottes naturelles comme celle de Baume-les-Messieurs, creusées par l'eau pendant des millions d'années. Comme Elio et Nala, vous pourrez vous balader entre stalactites, stalagmites et cristaux dans ces galeries souterraines. En repartant, arrêtez-vous à l'abbaye impériale. Elle se dresse entre les montagnes et cache de nombreux trésors. Pour en savoir plus, rendez-vous sur juramusée.fr. Bonne écoute! Six trésors scintillent au fond d'une petite boîte. Chacun est un petit morceau du chemin. Ils te mèneront jusqu'à la prisonnière des temps passés, perdus et oubliés. Elio ferme les yeux et se répète la devinette dans sa tête. La montagne m'a fabriqué comme un écrin pour ses secrets. Tour à tour, le repère des ours, des enfants perdus ou des bandits, j'ai abrité mille vies dans mes recoins couleur de nuit. Le clapotis du lac à quelques pas l'aide à réfléchir. Pourtant, il sait que ce lac est bien différent de celui qui se trouvait là il y a quelques secondes. Avec le pouvoir du saphir, ils sont remontés 6000 ans en arrière. Et ils sont maintenant coincés dans cette époque. Pour en sortir, ils doivent trouver le sens de la devinette tracée dans le sable devant eux. La montagne m'a fabriqué comme un écran pour ses secrets. Nala et Chloé le regardent. Elles cherchent aussi le sens de la devinette, mais rien ne leur vient. Soudain, un éclair traverse l'esprit d'Elio. Une grotte, c'est une grotte! Mais oui, tu as raison, s'écrie Nala. Pendant quelques secondes, rien ne se passe. Puis le sol se met à bouger sous leurs pieds et tout tourne autour d'eux, comme si le ciel se renversait. Elio ouvre les yeux. Il aperçoit la petite voiture verte de Chloé, garée derrière les arbres. Quelle aventure! Je ne sais pas qui est cette prisonnière des temps passés, mais si l'on doit risquer de se retrouver coincé dans un autre temps à chaque pierre précieuse qui sont dans la layette, on va finir complètement dobo. Oui, mais c'est sans doute ça qui va permettre à la prisonnière d'être libérée. La phrase gravée sur la layette dit « Seuls ces 6 trésors essaimés dans les âges pourront me délivrer ». Elle parle forcément des diamants. Nala a raison. Nous devons continuer à chercher les endroits où amener les pierres. Chloé regarde les deux enfants. Ils ont l'air tellement déterminés. Ils ne semblent avoir peur de rien. Elle sourit. Bon, eh bien nous voilà partis à la recherche d'une grotte alors. Est-ce qu'il y en a dans le coin ? Eh bien la plus proche est la grotte de Baume-les-Messieurs. Elle est au fond d'une reculée. C'est comme un couloir entre deux montagnes. Allons-y, s'enthousiasme Nala. Tous les trois montent dans la voiture. La route tourne et retourne le long des montagnes. Les bourgeons dans les arbres laissent deviner leur première couleur. Bientôt, ce sera une explosion de blanc, de rose et de jaune, comme des pierres précieuses. Pense Elio. La voiture s'engage sur une petite route qui est comme avalée entre deux pans de montagne. Elle longe une rivière aux eaux joueuses. Chloé s'arrête sur un parking. Elio lève la tête. Une passerelle longe la paroi rocheuse au-dessus de sa tête. Il prend sous son bras la layette et descend de la voiture. « C'est par là !» indique Chloé. Ils empruntent la passerelle jusqu'à l'entrée de la grotte. Elio cligne des yeux pour s'habituer à la pénombre. Il sent tout autour de lui l'odeur de la roche. Leurs pas résonnent sur la pierre. Un bruit d'eau qui coule laisse deviner qu'une source souterraine n'est pas loin. Il regarde autour de lui et se sent tout à coup tout petit. Au-dessus de sa tête, le plafond de la grotte monte. Chloé suit son regard. Il est à plus de 70 mètres de haut, sourit-elle devant l'air impressionné d'Elio et de Nala. Au fond de la grotte, il y a une autre grotte, puis encore une autre. Il longe une rivière souterraine. À mesure qu'il s'enfonce sous la terre, Elio a l'étrange sensation que des milliers d'yeux accrochés aux parois rocheuses les observent. Ils avancent entre les stalactites et les stalagmites. Certaines sont fines comme des aiguilles.
La plupart d'entre elles ont des centaines d'années, explique Chloé. Elles ont été formées par les millions de gouttes d'eau qui ont ruisselé jusqu'à leur pointe. Et parfois, elles se rejoignent, ajoute-t-elle en s'arrêtant devant une longue colonne. Elio contourne la colonne quand soudain, un chuchotement qu'il reconnaît immédiatement se glisse à son oreille. Prisonnière des temps passés, perdue, oubliée. Il plisse les yeux. Au milieu de la colonne, là où elle est la plus fine, il y a un tout petit creux. Là, c'est là. Il faut mettre un diamant ici. Tu es sûr? Demande Nala, Certain. répond Elio en ouvrant les tiroirs de la layette. D'accord. Mais lequel choisir? Pour le lac de Chalin, c'était évident. Le saphir était de la même couleur. C'est sans doute pareil pour la grotte. Elio prend entre ses doigts la plus petite des pierres. C'est un diamant gris, comme la roche autour d'eux. Il s'approche de la colonne et tend la main pour déposer délicatement la petite pierre dans le creux de la roche. Il laisse doucement le petit diamant gris se glisser dans le trou. Dans le silence de la grotte, un grondement se met à monter. Comme si la roche vibrait et roulait tout autour d'Elio, Nala et Chloé. Les stalactites bougent, changent, rapetissent, se brisent, disparaissent. Et puis, comme sur le bord du lac, les choses se calment d'un coup. Bon, j'imagine qu'on a encore changé d'époque. La question est de savoir en quelle année nous sommes. Et bien sûr, comment est-ce que nous allons faire pour rentrer chez nous? Elio regarde autour de lui. Il espère trouver un indice, quelque chose qui pourrait les aider, comme la devinette tracée dans le sable au bord du lac de Chalin. Une inscription, un message gravé sur la roche, peut-être. Mais non, Nous ne trouverons rien ici. Allons voir dehors. propose Elio. Tous les trois longent la rivière souterraine et se dirigent vers l'entrée de la grotte. Nala met un pied dehors et pousse un cri de surprise. La passerelle n'est plus là. Et le parking non plus. Il va falloir faire un peu d'escalade. Observe Chloé. Mais ça ne devrait pas être trop difficile. C'est une roche qui offre de nombreuses prises. Ils descendent doucement le long de la paroi jusqu'au sol. Elio regarde autour de lui. Un petit sentier se dessine à flanc de montagne entre les arbres. Essayons par là. Suggère-t-il. Chloé et Nala se regardent. Elles ne savent pas si s'éloigner de la grotte est une bonne idée, mais jusqu'ici, l'instinct d'Elio ne les a jamais trompées. Les trois amis marchent le long du chemin. Ils passent devant une magnifique cascade aux reflets d'argent. Ils ne savent toujours pas à quelle époque ils ont atterri, mais perdus en pleine nature, cela n'a plus vraiment d'importance. Pendant une bonne demi-heure, il n'y a que le bruit des oiseaux et du vent dans les arbres. Puis, au détour du sentier, ils aperçoivent un clocher. C'est le clocher de l'abbaye de Baume-les-Messieurs. S'écrie Chloé. Mais il m'a l'air d'avoir un peu changé. Tous les trois s'approchent de l'abbaye. Ils croisent deux moines qui sont en train de réparer un petit muret. Ces derniers les observent de la tête aux pieds, les rébahis. « Diantre! Qu'est-ce donc que cet accoutrement ?» demande l'un des moines en fixant les baskets violettes d'Elio et le pull à pois jaune de Nala. Elio, Nala et Chloé les saluent un peu gênés et pressent le pas. Ils contournent les jardins de l'abbaye, passent une lourde porte en bois et se retrouvent au cœur de l'église. Chloé scrute les moindres détails des lieux. Je dirais que nous sommes au XIIIe ou au XIVe siècle. D'ordinaire, il y a un magnifique retable qui se trouve derrière l'autel. C'est une sorte de grand décor peint et sculpté sur des panneaux dorés. Mais il date du XVIe siècle, donc nous sommes forcément remontés plus loin dans le temps. Par contre, il y a des vitraux. Les premiers vitraux datent du XIIe siècle. Ce qui veut dire que nous sommes quelque part entre le XIIe siècle et le XVIe siècle. En déduit Nala. Exact. Mais les vitraux que l'on voit ont l'air d'être plutôt rustiques. Donc, ce devait être le début de l'artisanat du vitrail. Elio jette un coup d'œil aux vitraux au-dessus de sa tête. Un en particulier attire son attention. Il représente un étrange animal. « Qu'est-ce que c'est, à ton avis ?» demande-t-il à Chloé. Je ne sais pas trop. Un dragon, sans doute. Elio plonge ses yeux dans les yeux verts de l'animal sur le vitrail. Ces derniers brillent comme des émeraudes dans les rayons du soleil. Il n'a pas d'ailes, pourtant. Les dragons sont représentés avec des ailes, généralement. Oui, tu as raison. Observe Nala. Mais il a vraiment un long cou et des petites pattes. Elio se rapproche du vitrail et plisse les yeux.
Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Il y a quelque chose d'écrit juste en dessous du vitrail. Elio en est certain. Ce vitrail est l'indice qui leur permettra de retourner dans leur époque. Et cet étrange animal est la clé. Mais encore leur faut-il trouver de quel animal il s'agit. Elio, Nala et Chloé sont quelque part entre le XIIIe et le XIVe siècle. Dans l'église de l'abbaye de Baume-les-Messieurs, ils ont découvert un vitrail très ancien représentant un drôle d'animal. Sous ce vitrail sont inscrits quelques mots. Je vais te les lire et peut-être pourras-tu deviner de quel animal il s'agit. Ouvre grand tes oreilles. Je règne sur la terre, la mer et le ciel. Roi d'un temps passé depuis longtemps où les hommes n'existaient pas. À la merci d'une étoile filante, mon temps est pourtant compté. Si tu as une idée, écris vite ta réponse en commentaire. À bientôt pour la suite de l'aventure. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!